j'aurais peut-être une première question. Vous nous l'avez dit à propos des yeux mixtes, que les discours des participants confirmaient ce que montrait leur regard, enfin ce que leur regard indiquait. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a une correspondance entre l'attention, telle qu'elle est mesurée par l'oculométrie, l'attention du regard, et le discours des participants, les mots sur le tableau? Est-ce qu'il y a toujours une rencontre, ou est-ce que parfois c'est complètement disjoint? Bon, quand on parle, il y a un médiateur, c'est la mémoire. Parce qu'il y a un écart entre le moment où on regarde et au moment... Parce que cet appareil il est très précis, donc il prend les saccades, c'est-à-dire les mouvements inconscients. Donc des fois, on regarde des endroits où on ne se rend même pas compte. Et donc, il y a un écart entre ce que les gens disent, ce que les gens perçoivent sur la machine. C'est pour ça que j'essaie de faire aussi, dans d'autres projets, de créer en fait ces liens d'une façon qui peuvent aussi tenir compte de l'effet de la mémoire. Donc il y a une méthode, une façon de le faire qui est de demander en temps réel, lorsque les gens regardent, qu'est-ce qu'ils voient, pour une espèce de description en temps réel de ce qu'ils voient. Ça nous permet de diminuer un peu l'écart entre la mémoire, mais quand même, dans ces cas, j'ai demandé après la visualisation. Donc peut-être que les choses que les gens me disaient étaient aussi biaisées par d'autres choses qui n'étaient même pas liées à l'expérience spécifique de cette journée-là, mais en mémoire lointaine, etc. Donc il y a un lien, mais il est partiel, pour ainsi dire. Donc ça permet de renseigner aussi sur le fonctionnement de la mémoire visuelle, du coup. Oui, tout à fait. Oui, parce que il y a beaucoup de nuances là sur ce qu'on peut aussi raconter à l'oral. Parce qu'il y a aussi à qui on raconte ce qu'on pense, quels sont le biais aussi culturel qu'on a, de pouvoir ou de ne pas pouvoir dire ce qu'on a vraiment pensé, toutes les nuances aussi du discours, voilà, qui aussi vont influencer, ne vont pas être si fidèles que comme cette technique-là. C'est pour ça qu'elle a été choisie aussi, pour pouvoir accéder à une partie de cette expérience visuelle qui n'est pas facilement repérable par rapport au discours, par exemple. Mais il y a quand même un biais technique qui est le port des lunettes, qui fait que chaque personne sait qu'elle doit regarder. Oui. Alors que quand on visite librement un musée, il peut nous arriver de ne pas regarder, justement. Ce paramètre-là ne peut pas être pris en compte par le biais technique, disons. Oui, c'est impossible de faire les gens oublier la machine, Oui. Même si elle est très légère, elle est de cette taille-là presque. Donc, à un moment donné, je peux vous rassurer que les gens, pas pendant toute l'expérience, mais il y a un moment donné qu'elles les oublient. Il y a aussi une question de protocole, comment on instruit les gens à porter ces lunettes. Donc, si la vision, elle est très liée à la tâche aussi. Donc, si on sait ce qu'il faut faire, on va conditionner notre regard par rapport à ce qu'on pense qu'il faut faire. Donc, dans les cas de ces expériences, on essaye de dire, OK, vous n'avez rien à faire ici, il faut tout simplement voir librement. Donc, il y a tout aussi une préparation de la personne, ce qui ne va pas garantir à 100% qu'elle va le faire, mais quand même, on essaye de diminuer ces biais, qui est évident et qui, presque aucune des sciences qui essayent de contrôler le corps humain peuvent le faire sans, voilà, une partie de biais. Justement, sur les biais, est-ce que vous pourrez revenir sur les catégories des spectateurs? Parce que vous avez mentionné qu'il y avait différentes personnes. Enfin, j'imagine qu'il y a une différence entre connaître Modigliani et ne pas avoir vu ce tableau, avoir déjà vu ce tableau 100 fois, ne jamais avoir vu un tableau. Est-ce que par rapport à ça, il y a une différence de perception? Oui, oui, oui. Bon, dans ces cas, c'était des étudiants donc de 16 jusqu'à les gens de 70 ans. Il y avait une très grande, large étendue. Et donc, quand on compare en fait les différentes façons de visualiser l'image, c'est beaucoup plus personnel et individuel que pour catégorie, pour ainsi dire, en termes de mouvement proprement dit. Même si on peut faire un tri par catégorie, par exemple sur l'autre travail de Grunewald, par exemple, on a
fait la comparaison entre enfants, il y a doute. Par exemple. Dans ces cas, c'était très différent. Mais après, il y a des petites nuances qui sont très subtiles voilà, qu'on ne peut pas repérer. Mais donc, quand il y a un expert, donc une partie des participants étaient des gens de CDRMF, donc les gens qui travaillent dans le milieu scientifique, mais qui n'ont pas forcément une connaissance de Modigliani ou qui ne travaillent pas forcément sur les tableaux. Donc, il y avait des gens qui travaillaient sur les sculptures, sur d'autres, voilà, sur l'art contemporain, d'autres choses. Donc, on essaye toujours de jouer sur le protocole d'instruction pour minimiser les possibles biais. Donc, le protocole est toujours très clair, ça. Regardez librement, mais essayez d'oublier tout ce que vous faites là, laissez-vous porter par votre curiosité. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas un biais, mais pour le prouver, il faudrait des tests plus complexes et statistiques que malheureusement, on n'a pas fait ici. On s'attendait aussi à quelque chose de plus générique. Mais dans ma thèse, j'ai essayé de le faire. C'était très difficile aussi parce que, d'une part, on a besoin de beaucoup de gens de chaque profil pour avoir une validation statistiquement valable. Donc, on essaye de minimiser les biais par exemple, on utilise un numéro P pour savoir si c'est signifiant ou pas. Mais après, chaque profil, on aurait besoin de 150 personnes de chaque. Des fois, ce n'est pas possible. Mais ça serait l'idéal. Vu qu'on a parlé de biais et possiblement aussi de profils psychologiques, moi, il trouve que j'avais lu que en oculométrie, les personnes autistes, par exemple, ou atteintes d'un trouble du spectre autistique, avaient plus tendance à regarder, en fait, moins le nez, les yeux, la bouche, les éléments plus sociaux que les éléments, et même moins holistiques que les éléments un peu de dépend, on s'arrête pas de bouger, quoi. Donc est-ce que, je pense pas que vous l'avez fait, mais est-ce que ça fait partie de vos projets d'étudier en fonction des profils un peu psychiques, ou même ce qui serait intéressant, c'est quand vous avez par exemple un artiste, vraiment un artiste, voir s'il y a plus, je sais pas si on peut qualifier de ça de richesse, mais de liens qui sont faits, où on peut pas bien sûr évaluer, mais enfin, voilà, il y a un peu deux questions dans la mienne, la question des profils psychiques et la question de l'évaluation ou de la critique, un peu ce que disait Diana, des sensibilités entre les liens qui sont établis. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'études qui montrent l'influence aussi du mouvement oculaire, de l'attention par rapport au profil psychologique. Il y a même des études sur l'effet des substances aussi, si les gens prennent certains types de médicaments ou pas. Mais dans ces cas, encore une fois, on n'a pas malheureusement pu se centrer sur les spécificités du profil de la personne qui regarde, mais on a essayé de repérer des choses en commun entre les gens. Donc quand on voit par exemple les traits de regard, je ne vous présente pas un profil, ou je ne vous dis pas que c'est comme ça que c'est fait tout le monde, mais je montre qu'il y a beaucoup de rapports qui sont en commun entre les gens. Donc on peut, peut-être dans les cas de ne pas avoir la précision spécifique de profil des gens, de s'intéresser plutôt à la généralité. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un point très important. Il y a beaucoup de chercheurs, il y a, je sais qu'à Hambourg, je pense, il y a les chercheurs qui travaillent sur les questions médicales aussi, dans ces côtés. Mais ce n'est pas mon cas ici. Et je ne peux pas rassurer non plus que les gens n'avaient pas quelques troubles qui n'étaient pas identifiables. La seule chose que j'ai le souci de le faire, c'est que les gens, il faut qu'ils soient capables de voir sans lunettes. Parce qu'on ne peut pas mettre deux lunettes entre les deux. Donc moi-même, je ne pourrais pas participer de mon propre... Malheureusement. Dans un texte de Baudelaire sur l'expérience perceptive de la foule, Baudelaire revient sur une formule qui l'a beaucoup marqué de Quincey, qui parle de la tyrannie de la face humaine. Pour la tyrannie de la face humaine, c'est le fait que chaque visage réclame d'être perçu. Et Baudelaire accorde beaucoup d'importance à cette espèce de violence d'une demande de regard dans l'expérience moderne. Et j'ai pensé à ça en voyant votre étude, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une aura
très particulière du visage et du regard, enfin, et qu'il y a une espèce de réquisition perceptive en fait, que le visage demande à être vu, à être regardé. Et ça m'a fait penser à... Donc je me disais que c'était sans doute... ça doit être très connu des gens qui travaillent en sciences cognitives, qui a un appel perceptif très fort dans le visage et dans le regard. Mais c'était très frappant dans votre étude. Et puis je trouvais très fortes aussi les colorisations selon la chaleur, parce que ça m'a fait penser à une autre formule que j'avais trouvée très impressionnante dans le grand travail de James Agee et Walker Evans, qui s'appelle « Louons maintenant les grands hommes », où il est question de la radiation de ce qui est, comme s'il y avait une espèce de chaleur et d'appel aussi spécifique, et même de polarisation, de radiation de la figure humaine qui réclame et qui là aussi espère le regard des regardeurs. Donc c'est juste une remarque, parce que je trouve que ça, voilà, ces sortes d'intuitions très fortes et qui étaient portées par des poètes, qui ont trouvé des formules très très fortes pour désigner ça, l'appel au regard du visage, je les trouvais tout à coup, ils avaient leur traduction visuelle dans votre étude. Non, mais merci, parce que je ne connaissais pas ces textes. Et aussi parce que il y a cette idée, elle est très intéressante, de l'attraction aussi, voilà, cette radiation aussi, parce que c'est une attraction, ce qui vient, mais c'est qu'elle est renvoyée aussi. Parce que ce travail que j'essaie de faire renvoie aussi quelque chose. Ce n'est pas qu'une perception. Donc c'est bien, parce qu'on peut faire cette métaphore, elle est très intéressante. Je vais l'utiliser peut-être. Il y a plusieurs traductions rancières par même de la radioactivité, de ce qui est dans le commentaire qu'il fait dans le texte de Agee. Oui, tout à fait. J'ai jamais pensé à ça, et c'est une très belle façon de voir. Tout à fait. Merci. Oui, moi j'ai une question très pratique sur les usages potentiels qu'on a eu peut-être, ou qu'en auront les professionnels du musée de cette étude, par exemple en termes d'emplacement de toile ou de position par rapport à la lumière dans une salle. Enfin, je sais pas, je pense au courrier des artistes mécontents au cours du salon au 19e siècle, qui écrivaient à l'administration en permanence que leur tableau n'était pas mis, que la partie importante de leur tableau était dans l'ombre et qu'il fallait absolument le déplacer. Enfin, c'est des choses importantes pour les artistes et donc pour les conservateurs. Donc voilà, je ne sais pas si votre étude peut servir à... Oui, tout à fait. Spécifiquement, comme il y a plusieurs musées, plusieurs propriétaires, on va dire, de pointures, là, c'était les mains, le Centre Pompidou, le Lame, l'Orangerie, il y avait pas mal de... Donc, je pense qu'ils n'ont pas faire une espèce de concurrence spécifique. Si on aurait fait une étude dans un musée, par exemple, pour comparer l'attrait dans... c'est le cas du retable d'Israël, par exemple, sur lequel j'ai travaillé. On a découvert qu'il y avait certaines images qu'on pensait qu'elles n'étaient pas si visualisées, mais en fait, elles étaient, donc ça rassure un peu aussi l'emplacement. Mais dans ces cas spécifiques, pas que je sache que l'homme a utilisé encore, mais c'est bien probable qu'après que les choses se calment, qu'il puisse penser à ça aussi. Parce qu'il y a aussi l'accrochage de Modigliani ou l'homme, par exemple, il y a 5 tableaux. Ça change beaucoup parce qu'ils prêtent l'œuvre, donc elle se décale. J'imagine que Marie-Amélie Sénaud va tenir en compte, mais c'est une belle question. Sur les questions du Grunewald, c'était spécifique et la conservatrice m'a dit « Ok, là on se rassure que les panneaux latéraux, ils sont encore vus. » Et encore plus parce que pendant la restauration, les tableaux étaient à l'arrière, au fond de la chapelle où ils sont là-bas. Et donc encore, ils étaient visualisés, donc même s'ils étaient avant, après. Donc ça... Juste une question, vous avez parlé là tout à l'heure du visage et de l'importance du visage, mais vous avez aussi souligné l'importance des parties qui sont non figuratives, et ça m'intéresse pourquoi, si vous pouvez élaborer un petit peu. Et c'est justement à l'opposé, est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir quelque chose comme un négatif par rapport à cette attention qui vise le visage en fait? Comment vous le défendez? Donc d'un côté, il y a une question biologique qui nous incite à regarder toujours les visages
dans l'évolution comme une façon de se protéger, de savoir les intentions de prédateurs, par exemple. Donc, normalement, la première chose que les gens vont voir, c'est les visages, par intuition et par... Voilà. Mais mon point sur les questions de faire une différenciation des éléments du visage, c'est justement, OK, si on regarde le visage, si on regarde les yeux, mais est-ce que les différents types des yeux vont faire la différence? Donc, mon idée, c'était de découper un peu cette obviété, c'est de regarder les visages ou les yeux. Et d'autre côté, quand je parle de l'importance aussi des éléments abstraits, c'est que quand on voit une image de Modigliani, on a tendance à penser que la chose la plus importante, et avec raison bien sûr, c'est le modèle. Mais quand on compare les temps que les gens passent sur les noms, les choses qui ne sont pas les modèles, on voit que c'est aussi important des fois. Donc pourquoi pas ne pas accorder une importance à l'abstraction? Certains commentaires nous ont indiqué, de participants aussi, que ce qui était autour les aidait à comprendre un peu les contextes un peu psychologiques du personnage. Parce qu'ils n'avaient pas, la plupart des gens ne connaissent pas les gens, sauf les traits fameux, les traits comme Picasso qui l'a peint ou Diego Rivera, etc. Mais la plupart des gens, ce sont des apprentis, des gens de la vie quotidienne, qui les gens ne savaient pas rien sur les personnages. Donc, si la couleur était plus sombre, moins sombre, s'il y avait plus de creux, moins de creux, les gens pourraient faire une imagination par rapport aux informations du personnage. Donc c'est comme si cette partie abstraite, elle prenait un peu la partie des yeux dans la façon biologique qu'on fait pour comprendre les intentions des gens. C'est un peu loin peut-être l'analyse, mais je pense qu'il ne faut pas négliger quand même ce que les gens nous disent, et c'est ça qu'on a repéré. Moi j'ai une question, bon, c'est un peu tôt pour faire des travaux peut-être de différenciation historique, des différentes façons de regarder, peut-être selon les époques, ou les moments, parce que ça me fait penser beaucoup les applications, cette espèce de phosphorescence du regard, comme il y a un auteur qui parle très, très joliment, et ça me fait penser beaucoup à un peintre du début du XXe siècle qui s'appelait Luigi Russolo, qui s'est appuyé, alors là, pas du tout sur la science, s'est appuyé sur l'ésotérisme. Et donc, il travaillait l'aura, c'est-à-dire une espèce de phosphorescence qui aurait tout autour du corps. Et donc, à l'époque, c'était très à la mode. On a fait des appareils même pour analyser l'aura des gens. Et je me demandais si peut-être il y a des moments historiques où on regarde peut-être plus, parce que là c'est bien centré sur le corps humain, le regard, et peut-être qu'il y a d'autres époques qu'on regarde autour, comment ça se passe? Oui, tout à fait, il y a toute cette question de comment est-ce que notre culture de moment, la façon de voir de moment, l'œil de moment, pour ainsi dire, va influencer dans sa façon de voir. Par exemple, quand on voit, on s'attarde plus sur les questions, dans les cas de la Renaissance, par exemple, toute la question mathématique qu'il faisait sur les poids des objets, etc., qui étaient remontés. Donc les gens étaient habitués à penser de cette façon, donc regarder les tableaux de la façon dont ils étaient habitués à se comporter. Ce que, bien sûr, on s'interrogeait, est-ce que si on prend que les mouvements oculaires, ça va changer par rapport aux différentes cultures aussi au fil du temps? Donc malheureusement, on ne peut pas aller en arrière. Mais je pense que dans le futur, on pourrait comparer quand même. Non, mais on peut les faire sur des différentes cultures géographiques. Ah oui, oui. Bon, c'était un des buts des études qu'on a essayé de faire. Mais après, il y a aussi la réalité qui est très compliquée de le faire et ça demande beaucoup de participants aussi. Et il y a beaucoup de biais. Il y a aussi les biais de l'objet qu'on présente aussi. Par exemple, la peinture est un objet très occidental, etc. Donc, est-ce que ça marcherait de la même façon si on le met dans un autre contexte? Mais vous avez raison, il y a ça, mais malheureusement, je n'ai pas une réponse claire, mais on sait que ça biaise. Mais quand même, il y a un rapport, il y a entre à peu près 95% de la façon dont on regarde, elle n'est pas liée forcément à la façon, pour ainsi dire, qui vient de notre culture pour guider les yeux. Il y a une part énorme
de la matière. Voilà. Je veux bien juste enchérir sur cette question. On observe bien parmi les... Bon, je suis artiste et j'enseigne le dessin d'observation dans les écoles. J'ai découvert l'eye tracking justement pour expliquer à mes étudiants comment on observe. Et donc on voit bien que sur un plan cognitif, le regard, on parle d'époque, notre regard est plus zappeur qu'il n'a été, effectivement, et sur le parcours de l'œil actuellement sur un sujet observé est beaucoup plus complexe, parce qu'on a appris à fragmenter notre champ de vision, et puis même sur un plan éducationnel, à fragmenter aussi les savoirs. On étudie des livres dans la durée, on a des connaissances par fragments. Et donc ça, c'est, si je parle de mes étudiants, c'est un des paramètres. C'est-à-dire qu'on observe bien qu'ils sont de moins en moins concentrés, de moins en moins dans la durée, et leur regard passe d'un support à l'autre beaucoup plus rapidement. Donc ça développe d'autres aptitudes. Et je voulais juste répondre à... Donc, en tant qu'artiste, moi j'ai fait un film avec un autiste à l'université d'Amiens. Bon, c'est l'expérience d'artiste, hein, c'est 2 portraits. Je suis face à un autiste qui porte un eye tracker, comme moi, je fais son portrait, et il fait mon portrait. Donc le film est sur Internet. Moi, je ne peux pas, j'ai pas la capacité pour analyser le parcours du regard. Mais ce qu'on a observé avec les accompagnants à l'hôpital, c'est cette manière apaisée qu'il a dans un laps de temps très court, hein, c'était un autiste Asperger lourd, de pouvoir maîtriser son regard. Et ça, c'est dans un laps de temps, parce que les durées, hein, Paolo l'explique très bien, le dispositif, sont très rapides. On regarde un tableau en 100 Hz, 100 à la minute de... Oui, même pas, enfin je sais pas, c'est très rapide. Ah oui, c'est 17 secondes à peu près. Voilà. Et spontané. C'est ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'entre le commentaire, le discours, le commentaire a posteriori et le regard enregistré, c'est pas la même temporalité. Et donc c'est vrai que c'est très symptomatique et j'ai beaucoup appris de son regard, voilà, qui au départ est totalement paniqué, finalement il arrive à s'apaiser dans un laps de temps très court et à pouvoir être descriptif et à construire son regard. Voilà, donc c'est une expérience, enfin, en tout cas l'artiste et le médecin. Et sur les applications, également au CHU d'Amiens, ils enregistrent les mouvements des yeux des nouveau-nés pour déceler des formes d'autisme précoces. Donc c'est des nouveau-nés. Voilà, ils prennent des patterns très très courts de l'enregistrement des yeux. Et ils arrivent à déceler avec le temps et sur un plan statistique des formes d'autisme de manière précoce, alors que l'autisme, on prend conscience très tard. Voilà, donc il y a de multiples applications. Donc il y a certainement une histoire des regards. J'ai une question. Donc j'ai bien pris en compte ce que vous avez dit par rapport à la validation statistique. Cet obstacle dans le but de tester les sujets par catégorie. Et je comprends que vous n'avez pas fait la différenciation de sujets lors de cette expérience précise dont vous en avez parlé aujourd'hui. Cependant, avez-vous des hypothèses différentielles, des intuitions? Car j'imagine que vous avez eu accès à chaque graphique de l'attention et avez pu le confronter à chaque profil de participant. Donc la différenciation qui m'intéresse, c'est celle, je pense, qui vous intéresse aussi, liée à l'expérience esthétique. C'est une différence de cartographie attentionnelle entre les sujets qui sont moyennement intéressés par l'œuvre de Modigliani, voire pas du tout, et ceux qui peuvent dire que par exemple Modigliani c'est mon peintre préféré ou l'un de mes peintres préférés. Est-ce qu'on pourrait de cette manière espérer de trouver l'indice de l'expérience esthétique? Vraie expérience esthétique, je veux dire, quand on aime vraiment quelque chose. Si vous deviez refaire cette expérience différencier les sujets par ceux qui aiment Modigliani et ceux qui ne l'aiment pas, est-ce que vous pouvez peut-être fantasmer sur le type de différenciation de comportement oculaire? Oui. J'imagine qu'il y aurait par exemple une convergence parmi la plupart des sujets en ce qui concerne l'attention vers le visage.
mais peut-être il y aurait des différences. Est-ce que vous pouvez, ou d'autres intuitions par rapport à cette différenciation des sujets? Oui, bon, d'abord, la première question sous-jacente, si je pourrais refaire l'étude, je ferais beaucoup de choses différemment. D'abord, j'allais inviter une centaine de personnes. Voilà, bon. Mais oui, dans ces cas spécifiques de Modigliani, je ne vais pas ce type de pensée à cette époque-là, parce qu'on s'était intéressé très spécifiquement sur voilà, la façon très généraliste de voir cette image. Mais dans d'autres travaux que j'ai réalisés, j'ai pu même comparer les gens qui ne s'intéressaient pas à l'œuvre aux gens qui s'intéressaient. Le cas du Retable du Serin, par exemple, c'est une œuvre, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est une œuvre religieuse. Donc là, on a part de visiteurs qui vont dans le musée pour voilà, faire référence aux aspects voilà, mystiques de ce tableau. Tandis qu'il y avait des gens qui étaient là parce qu'ils étaient obligés, parce qu'ils étaient en groupe, ils ne voulaient pas. Et donc il y a une femme qui m'a beaucoup parlé, qu'elle était là obligée parce que son mari voulait voir quelque chose et elle ne voulait pas. Et donc elle a participé d'une façon très, on dit en portugais, má vontade, une nouvelle volonté d'être là. Et donc j'ai beaucoup intéressé sur le regard de cette femme. Et pour moi, surprise, elle a fait par rapport, on peut à peu près la même chose que la moyenne des gens. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a une part de regard qui va être individuelle, mais il y a beaucoup de choses qui sont en commun. Et dans ces cas, je pense qu'il y a une partie de cette temporalité que Michel parlait, qui incite à une généralisation de regard. Donc, normalement, dans ces études en laboratoire, on fait une différenciation entre le premier regard, c'est le Gist, qu'on appelle en anglais. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais Gist, c'est la première image, le premier impact qu'on a, et ça dure quelques secondes. Voilà, 2-3 secondes. Donc normalement, les scientifiques dans le laboratoire, ils isolent cette première partie qui est normalement guidée par la matière, par ce qui est là. Et après, tout ce qui vient après, ça va être... parce qu'une fois que la personne comprend ce qu'il a, elle commence à se laisser guider par d'autres pensées qui n'est pas forcément la matière. Donc ça vient après, quelques secondes après, croulant dans l'image. Et donc, une façon de le faire, c'est de couper la temporalité de l'observation, de garder les premiers moments pour savoir ce qui est plus probablement lié à la matière, et après les dernières qui vont être guidées par l'intérêt spécifique, soit parce que la personne aime ou non l'œuvre, ça pourrait être une espèce de coupure aussi. Mais moi, dans ces cas, je n'ai pas fait ça, parce que ce n'était pas la question, mais on peut le faire. Il suffirait peut-être de couper la première partie, après analyser les autres et parler aux gens pour savoir aussi quelles sont les intentions. Vous ne pensez pas que déjà dans la première partie, il peut y avoir cette différenciation? Donc les études montrent que non, parce que c'est une question physiologique. Si je vous montre une image pour la fraction de seconde, là, vous n'avez pas le temps de penser trop sur ce que vous allez être impacté par les caractéristiques. Donc c'est ça aussi la question qu'il faut tenir en compte. Cet appareil qu'on utilise, même s'il est très performant, il enregistre 100 mouvements par seconde des yeux. C'est beaucoup, c'est 100 Hz. Mais quand on fait ce type d'expérience, on utilise des appareils qui vont à 2050, 5000, 6000. 6000, je ne sais pas. Non, c'est 2000 à peu près. Qui Hertz, 2000 mouvements oculaires par seconde. Donc là, on peut voir quelle est la part spécifique de la matière et du coup différencier ce que vous dites de la part des intentions de personnes, etc. Mais nous, comme on est dans la vie quotidienne, dans un musée, on perd en précision pour gagner en mobilité. Parce que ces appareils, on ne peut pas les bouger, il faut qu'on reste devant un écran, donc il y a une contrainte aussi technique. Est-ce que notre perception du portrait est la même à peu près du point de vue cognitif que celui d'un visage d'un être humain devant nous? Parce qu'en fait, c'est très étonnant, puisque là, en plus, c'est de l'art du début du XXe siècle où on ne cherche plus tellement. Enfin, on représente quelque chose, mais on ne cherche pas. Il n'y a plus d'illusion, de la perspective, etc. Donc, c'est très étonnant que notre œil se laisse finalement tromper en fait, par l'image. Enfin, où est-ce que vous faites la distinction aussi entre les... Oui, il y a des études qui étudient les vrais humains là, pour savoir comment les gens vont regarder les visages, les scènes. Voilà, il y a des gens qui ont utilisé cette technique pour des films, par exemple, donc ce n'est pas un portrait, mais c'est des gens en mouvement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de différences qui peuvent se passer entre une visualisation d'une personne, une vraie personne, et d'un tableau, bien sûr.
D'abord parce que les tableaux ne bougent pas, la personne va bouger. Mais si c'était une photo, par exemple, moi j'ai déjà travaillé sur certaines quelques photos, mais là, cette attraction pour les visages, pour les yeux, elle continue même si c'est un tableau ou si ce n'est pas un tableau. Après, le peintre va utiliser des techniques pour influencer ses regards. C'est le cas de Modigliani. Vous vous rappelez de cheveux là que je vous ai montré, des traits. Donc aussi, il y a des tournes qui peuvent transformer cette expérience de la peinture, peut-être différente de ce qui se passerait si on montrait un portrait de la même personne à côté, par exemple. Oui, une seule chose que je pensais maintenant, parce que dans l'histoire de l'art, il y en a deux grands domaines en peinture, grosso modo, la peinture de portrait et la peinture de paysage. Et d'un coup, Modigliani, il est reconnu pour faire des portraits. En fait, on est face à un peintre qui, fondamentalement, ce qu'il fait, c'est des images, des corps humains. Est-ce que vous savez utiliser ces techniques pour les paysages, d'un coup, et que ça change un peu les façons de composer les phosphorescences de l'image? Oui, bon, j'avais travaillé sur une image 100% voilà, du paysage, mais j'ai travaillé avec beaucoup d'images qui avaient des paysages, des vrais paysages. Il y a des centres d'intérêt qui, des fois, surpassent l'humain, par exemple. Oui, voilà. Oui, par exemple, ça va dépendre aussi du contenu, mais par exemple, les plantes qui sont, dans le cas du rétable du Grunewald, il y a les plantes qui sont en bas, qui attirent beaucoup l'attention des gens, ou les vêtements, les plis, les soleils, des choses comme ça. Donc il est en attente. Mais Modigliani l'a fait aussi, on a partie de ça. Il a essayé de faire de paysages. Et d'ailleurs, si vous accédez au documentaire ou au livre là, que je vous ai passé, il y a des radiographies qui montrent que derrière certaines étoiles, il y a des paysages qu'il a essayé d'effacer. On ne sait pas si par motif économique, parce qu'il n'avait pas accès aux toiles fréquemment, ou si parce qu'il ne voulait pas, je sais pas. Mais vous avez raison, ça change aussi. Oui, merci pour ton exposé. Je me suis demandé, remonter un peu en arrière, si une partie des résultats qu'on obtient n'est pas due aussi au fait qu'on regarde, enfin, ces images sont dans des musées, ils sont en série, on sait qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup d'images qu'il faut aller voir, au moins une vingtaine ou une trentaine, et ce côté un peu décevant des statistiques de durée sur lesquelles les gens passent devant une image est peut-être lié à cela. Mais si on pense à des contextes de présentation des peintures à d'autres moments historiques, par exemple le retable dans son endroit de démonstration initiale où il avait une fonction religieuse, etc., et où les gens passaient souvent devant, certainement qu'il y a d'abord une répétition des expériences qu'on a rarement dans les musées. C'est rare que les gens passent plusieurs fois d'un tableau à un autre et puis reviennent. Ça arrive heureusement, mais c'est quand même assez rare. Alors que là, les gens, ils passaient tous les jours devant, et même si on a un tableau chez soi, ou 2 ou 3 tableaux, on a la possibilité d'approfondir le regard à travers des expériences temporelles, certes distinctes, mais qui restent encore dans la mémoire, qui peuvent s'enrichir peu à peu. Et donc, ce que je me demandais, c'était dans quelle mesure ce qu'on peut comprendre de l'expérience, des expériences esthétiques, n'est pas beaucoup biaisé par le contexte dans lequel nous regardons aujourd'hui des tableaux, généralement. De même qu'on a beaucoup travaillé sur en mettant ensemble les regards de personnes différentes, parce que ça donne une structure, ça donne une sorte de médiane, enfin, ou de moyenne statistique, mais du même coup, ce qui nous intéressait à cette époque-là, c'est-à-dire l'intensification du regard individuel des personnes quand ils sont face à une œuvre d'art, quand ils lisent aussi un texte, peu importe, c'est perdu, puisque c'est un peu comme ChatGPT par rapport à la création individuelle d'un texte, qui, voilà, c'est statistiquement très, très pertinent, mais du même coup, on perd justement la différenciation, qui est peut-être l'aspect le plus intéressant des véritables expériences, c'est-à-dire que, tu l'as dit, elles ne sont pas superposables.
Donc est-ce qu'il est possible, je crois que quelqu'un a parlé de ça, si tu as un seul spectateur, est-ce que tu peux exploiter ces données très complexes, avec ces traits qui partent dans toutes les directions, pour apprendre quelque chose de concret sur cette expérience-là? Parce que dans ce cas-là, tu aurais une sorte de mesure biaisée, certes, mais quand même assez fine de ce qui s'est réellement passé dans une expérience perceptive d'une œuvre. Ou est-ce que c'est tout simplement impossible à faire, ce qui expliquerait pourquoi en fait on utilise essentiellement l'aspect statistique de l'oculométrie, parce que c'est peut-être impossible il n'y a peut-être pas de science du particulier, du singulier plutôt, mais peut-être qu'il y en a une. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cette... Bon, il y a les collègues de Vienne, là, de l'Université de Vienne, qui a un département qui étudie la vision dans l'histoire de l'art, avec ce type de techniques. Ils ont publié pas mal de matériel qui montre l'influence du contexte sur l'expérience visuelle, par exemple, pour être précis. Voilà. Et donc, dans ces cas, il y a beaucoup d'études très concentriques, spécifiques sur est-ce que si on change le tableau de place, est-ce que ça va changer? Est-ce que si on allume la lumière, si on éteint la lumière, ça va changer? Le problème, c'est que ces expériences, normalement, sont très holistiques. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Et la contrainte de la science, elle est... Mais ça, c'est des expériences qu'on fait dans les gares et dans les... oui, c'est ça. C'est ça, donc on a un truc statistique qui fonctionne pour le flux des spectateurs, des voyageurs, ou est-ce qu'il voit bien les panneaux pour... D'ailleurs, la RATP pourrait bien engager quelqu'un pour faire ça. Donc, et c'est pas exactement ce qu'ils cherchent à Vienne, dans le musée. Donc c'est ça la question de comment passer d'une approche holistique vers une approche détaillée. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je pense que c'est une des grandes limites de ce travail. Parce que c'est comment on va mesurer. Parce que si on prend la logique scientifique, il faut prouver les choses avec une méthode spécifique qui, pour pouvoir être prouvée, il faut qu'elle soit spécifique et justement pas holistique. Donc moi, je ne sais pas, je me demande beaucoup comment faire ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait créer un autre type d'approche méthodologique aussi, parce que si on prend que ça, ce sera bien difficile. Par exemple, sur mon travail spécifique sur Grunewald, il y a eu une différence très contre-intuitive, qui est, après la restauration, les gens regardent moins la peinture. Pourquoi? Et du coup, on a réfléchi. Une des hypothèses, c'est parce que les contextes étaient après les Covid, par exemple. La deuxième phase après restauration, c'était après les Covid. Donc, une des hypothèses qu'on ne peut plus vérifier, parce qu'on ne peut pas recréer la pandémie. Ce serait bien de pouvoir recréer la pandémie pour faire une étude dans un musée, mais on ne peut pas. Donc, c'est que peut-être ce comportement visuel, parce que les gens ne voulaient plus rester dans le musée, ils étaient moins disponibles pour participer à une étude. Mais si on va dans des détails, on voit qu'il y a une quantité de fixation plus importante, même si le temps est inférieur. Donc ça nous montre que ça a une importance. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a, avec les méthodes classiques, celles de sciences dures, c'est un peu compliqué d'arriver à ces contextes. Je ne sais pas. J'ai déjà pensé, par exemple, j'ai déjà partagé très brièvement avec toi une fois ça, est-ce que si on sort de la réalité et on commence à étudier d'autres types de perceptions, comme dans les rêves, par exemple, on pourrait... maîtriser, je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi la question centrale qui est la relation entre ces méthodes-là et ce type de sciences-là, et puis les sciences sociales. Parce que dans certains aspects, les sciences sociales sont beaucoup plus fines dans leur approche que cette approche-là qui fatalement met en avant ce qui est le plus partagé. Parce qu'on attrape la vision à un point je dirais, très bas comparé à ce qui est la vision pour nous socialement, comme être humain. Donc il y a toujours cette question difficile et désespérante de comment mettre en relation des résultats mesurables et qui d'une certaine manière sont plus sûrs, si l'on veut, que d'autres, mais qui ne nous apprennent finalement peut-être moins que d'autres. Alors, est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble ou est-ce qu'on...
J'essaie de le faire pour vous donner aussi une idée de coulisses. Moi, j'ai pris presque 2 ans pour réussir à publier mon travail de thèse dans une revue de sciences cognitives. Parce qu'il y avait des énormes allers-retours, parce que tout ce que j'écrivais, ils disaient non, vous ne pouvez pas prouver ça, c'est pas bon. Voilà. Et donc, à un moment donné, je me disais, je ne vais jamais publier les corps de ma thèse. À un moment donné, on est arrivé à publier, mais on a dû faire une split, faire une différenciation entre données chiffrées et données qualitatives. Donc, dans un article qui a été publié en juin dans la revue Art et Perception, c'est des scientifiques qui ont fait un scrutin de toutes les données, donc ils ont accepté une fraction en fait de tout ce que j'ai fait. Et du coup, là, je suis obligé de faire un deuxième article de la partie qualitative. Et donc, d'abord, une façon de réussir ça, c'est de séparer les deux domaines et peut-être de créer un troisième volet qui fait une interprétation beaucoup plus humaine, pour ainsi dire, parce que aussi c'est très dur d'être dans ces domaines de sciences dures, parce que d'abord la façon d'arriver à une connaissance, elle n'est pas intuitive, donc c'est pas ce qu'on voit normalement, ce qui se passe. Et après, il y a une méthode qu'on n'arrive pas à maîtriser avec notre capacité cognitive, parce qu'il faut des logiciels, des ordinateurs qui vont nous dire quelque chose qu'il faut faire confiance. Donc bien sûr, parce qu'il y a un intervalle de confiance statistiquement prouvé, mais quand même, c'est pas... Voilà, donc je pense que c'est très difficile de faire cette expérience plus holistique, mais ma façon de le faire à présent, c'est de séparer ces deux endroits pour peut-être dans le futur arriver à les connecter d'une façon que je ne sais pas encore quelle sera, je dois apprendre. Je me permets juste de... Enfin, sûrement vous connaissez, il y a cette étude de Jean-Claude Passeron sur le temps passé devant les tableaux qui recoupe complètement ce que vous avez montré, hein, sur le peu de temps qu'on passe devant les tableaux, en fait. Sur la rapidité du regard, en fait, on la voit aussi en sciences sociales. Donc, on la mesure avec moins de précision, bien sûr, mais tous les facteurs, tous les paramètres autour sont mesurés dans les questionnaires et certains, pas tous, dans les questionnaires et les entretiens, donc, avec les visiteurs. Oui, parce que comment on va unifier toutes ces connaissances séparées qui font du sens individuellement, mais qui ne font pas forcément du sens dans la globalité? C'est ça la grande question. Peut-être avec l'agglomération de capacités analytiques des données dans le futur, on sera capable de le faire. D'ailleurs, au CEDORMF, il y a un projet, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est le... Ils ont un projet justement pour appeler les chercheurs en sciences sociales, les chercheurs en sciences dures, pour faire converger en fait les informations, parce qu'il y a beaucoup de données de l'autre côté, les explications sur les mêmes réalités qui ne sont pas compréhensibles en dehors de sa propre réalité. Donc voilà, c'est un peu ça. Et même l'expérience du musée, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont avec des autres personnes et qui s'influencent. Quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est les parents qui disent qu'il faut voir aux enfants tout le temps, il faut voir ça, 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 et qui ne laissent pas les enfants parler, ni voir ce qu'ils veulent. Donc il y a beaucoup de choses qui vont influencer aussi. Et donc, peut-être il faudra un grand chat GPT qui soit capable de... Je sais pas, je plaisante. Mais d'articuler en fait d'une façon, parce qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, mais c'est que c'est beaucoup d'informations. Ah, est-ce que ça va changer la façon, si la température de la salle elle est moins ou plus importante? Est-ce que ça va... Ouais. Comment agréger? C'est ça peut-être le défi, non? Je ne sais pas si j'ai bien compris. Et si c'est possible même de le faire avec ces... Si on est dans la logique des sciences dures, oui, c'est ça la seule solution. D'agréger le plus de connaissances détaillées, standardisées et contrôlables, donc répétables, dans le cas. Mais voilà, c'est facile. Ça, c'est avant, c'est la question de la répétition, c'est importante aussi, parce que si on prend par rapport à la question de l'expérience individuelle, elle est probablement et presque sûrement pas répétable. On va presque jamais avoir la même impression, la même chose. Mais jamais deux fois dans le même contexte. Exact. Et du coup, les méthodes qu'on utilise sont des méthodes qui nous obligent de montrer que quelqu'un d'autre peut venir et avoir les mêmes résultats s'il répète l'expérience. Donc, c'est en contresens. Est-ce qu'il n'y a pas... Bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec les contresens? On l'accepte. Oui, non, juste pour rebondir sur cette question du contexte, vous avez peut-être déjà répondu tout à l'heure, mais on est arrivé un petit peu en retard. Mais pourquoi avoir choisi de présenter les tableaux sur des chevaliers précisément et pas par exemple sur un fond uni? Ça m'a frappé. Ah, parce qu'ils étaient ça c'est dans les laboratoires, c'était pas dans les musées.
Et donc, les tableaux, il n'y avait pas une structure pour les afficher, il n'y avait pas de cadre. C'était sans le cadre. Oui. Donc, la façon la plus sûre de le faire, c'était de les attacher sur les... C'était quelque chose... parce que, je ne sais pas, les coulisses d'un musée, il y a la réserve, donc les tableaux sont comme ça, voilà, dans les tiroirs. Ils n'ont pas de cadre. Et donc, il faudrait les mettre quelque part. Donc, on mettait toujours sur les chevalets parce que c'est question logistique. Ça implique aussi que, déjà, oui, effectivement, comme dit Diana, il y a un aspect très théâtralisé, mais en plus, il y a littéralement un cadre de perception qui est différent pour chaque tableau. Il y a on voit bien, juste sur cette photo, qu'il y a des lignes qui sont très fortes, qui sont très différentes pour chaque image. Donc, ça me semble être Est-ce que c'était aussi quelque chose qui a été pris en compte dans la mesure des mouvements, ou est-ce que la mesure était limitée à la surface du tableau? C'est à la surface du tableau, parce qu'en fait, l'algorithme dont je vous ai parlé, on dit au logiciel qu'est-ce qu'on veut qu'il analyse. Donc, du coup, on prend que l'image. Donc, moi, j'envoie une photo du tableau, donc il ne va pas tenir compte de l'effet visuel au-delà de ça, sauf si j'envoie une image du contexte. Donc, du coup, il va identifier le contexte. Mais c'est vrai qu'il y a certains tableaux qui sont conçus aussi pour que le cadre agisse sur l'image. Le cas de Grunewald, c'est ça. Il y a des fuites de couleurs qui, c'est une continuation de tableau qui va dans le cadre et qui peut bien sûr influencer. Mais je ne vais pas attarder mon analyse sur cette question. Mais vous avez raison, c'est... Parce qu'en plus, là, par exemple, les chevalets, on voit dans les miniatures, c'est quasiment le même ton coloré que les figures qui sont représentées. Donc, je sais pas, ça m'a frappé, je me suis dit qu'il y avait quand même un effet visuel qui était peut-être recherché. Je ne sais pas. Oui, dans la vie réelle, certainement, c'est ce que Jean-Marie disait, il y a toutes d'autres choses là. Mais dans les cadres de l'analyse, je fais un cours spécifique sur... Donc, je suis sûr que tout ce que je vous ai montré, c'est que sur quand les gens passaient les yeux sur ce qui correspond à cette image spécifique. Donc, bien sûr que j'écarte tout le reste. L'importance du reste aussi. Parce qu'il faut faire un choix quand même dans ce type de... Oui, peut-être ça. Bon, quand on avait fait cette étude à Colmar, on avait les images de la salle qui étaient filmées par l'autre caméra du travail, qui montrait comment les gens se déplaçaient aussi dans le tableau. Et ça nous avait beaucoup passionnés, mais en même temps, ça ne pouvait pas être exploité de la même manière que ce qui était livré par les logiciels. Et on se rendait compte qu'en fait, les gens passent au moins autant de temps à se déplacer qu'à regarder les tableaux. Donc, ça fait quand même partie de leur expérience, peut-être pas esthétique, mais en tout cas de leur expérience. Et c'est très important comment elles se déplacent, comment... Qu'est-ce qu'ils ont aussi comme accès d'information? Parce qu'il y a les panneaux, les cartels, il y a les miniatures dans le cas de certaines images, qu'il y a une représentation en miniature. Mais peut-être, je ne sais pas, Michel, je pensais à toi maintenant, parce que Michel fait un travail aussi de faire un dessin, donc tu maîtrises ton regard pour arriver en but. Est-ce que tu es distrait quand tu vois quelque chose que tu dessines avec les yeux? Et comment ça la part aussi de ce contexte? De manière générale, il faut dire qu'un eye tracker, ça a deux utilisations. Soit c'est statistique, c'est le travail de Pablo, soit c'est un peu en tant qu'artiste le travail que je fais, c'est-à-dire qu'on peut rendre l'outil créatif, on peut rendre le regard créatif. Voilà, donc il y a les deux utilisations. Et ensuite, ce qu'on apprend quand on est dessinateur, artiste, c'est programmer l'œil, tout simplement, chose qu'on ne fait pas dans la vie de tous les jours. On utilise l'œil comme un capteur numérique d'égale importance. Or, il y a de la haute résolution et de la basse résolution, on voit plein de choses, et il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Mais quand on programme l'œil pour décrire, et qu'on va dans le sens de la maîtrise, on y arrive. J'avais juste une remarque sur les tracés qu'a montré Pablo sur les toiles. On a l'impression que le tracé est une ligne homogène, alors qu'elle ne l'est pas. C'est-à-dire que même en 17 secondes, l'attention se suspend. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on regarde ce qu'on a dans notre environnement et en même temps, le regard devient intérieur. Et dans les tracés que je vois que tu as fait sur Modigliani, moi je les sens, ces phases d'attention, c'est-à-dire qu'on intériorise le regard, l'œil continue à bouger, mais il ne décrit pas la réalité, il décrit un intérieur. Donc déjà, c'est une chose un des paramètres qui n'est pas mesurable dans ce travail-là.
Et puis, j'en profite juste aussi pour dire qu'il y a un des paramètres qui n'a jamais été utilisé en tracking, Pablo, qui serait intéressant, c'est le clignement de l'œil. Alors ça, c'est par rapport à l'émotion qu'on a, donc sujet réel, sujet, ou alors un écran qu'on regarde. Et effectivement, le clignement de l'œil peut correspondre à une ponctuation de la réalité. On utilise le clignement pour saccader notre champ de vision et organiser, voilà, en tout cas, regarder avec émotion. Et tout au début de ton exposé, là, tu montrais la caméra qui filme l'œil avec la pupille. Et quand tu montres une vidéo, on voit ces clignements. Et ces clignements sont, à mon avis, des indicateurs peut-être de la lecture qu'on a, enfin du sujet regardé. Oui, tout à fait. Et la machine identifie ça comme un point d'erreur. C'est intéressant de voir. Et elle nous offre, pour voir comment la science a aussi ses coulisses, hein. Elle nous offre la possibilité de manuellement remplir ces creux-là, cet espace vide. Et du coup, voilà.